bien, chers amis, chers camarades, bienvenue à la fête de l'avenir. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de voir cette belle atmosphère depuis ce matin. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Et c'est un petit peu impressionnant parce que finalement on est un peu nombreux. Et c'est d'autant plus impressionnant pour moi qu'on m'a attribué la tâche de présenter nos candidats il y a tout juste 10 minutes. Il reste un peu moins de 2 mois maintenant, d'ici le 26 mai. 2 mois, c'est court. Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez déjà beaucoup donné. Vous êtes activés. Il faut qu'on soit plus nombreux encore à le faire. Qu'on relaye partout la parole de nos candidats. Partout les belles valeurs qui sont les nôtres. Parce qu'elles sont beaucoup plus partagées que ce que l'on croit. Elles vont bien au-delà de nos rangs. Beaucoup de gens partagent nos valeurs. Mais nos paroles, nos valeurs, nos propositions sont aujourd'hui trop peu connues. Et ne nous leurrons pas. Personne ne fera le boulot à notre place. C'est à nous de porter notre parole. Soyons nos propres médias. Soyons-le. 2 mois de campagne. Et pour vous motiver, on a 3 super candidats qui sont présents ce soir. On va commencer avec une militante du droit des femmes, des quartiers populaires. Elle est chez elle, ici, au Blône, avec un beau débat qu'on a eu déjà ce matin. Sophia Ossini, rejoins-nous. Elle nous vient d'Algérie, elle est passée par Marseille, elle est de Paris maintenant. C'est une femme à l'image de tout plein de gens qui sont dans notre pays, qui composent la France. On a une belle liste avec plein de gens différents. Sophia en fait partie, c'est la première fois qu'elle vient en Bretagne. Elle me l'a dit tout à l'heure, elle est ravie de l'accueil qu'elle a rencontré ici. Je vous demande beaucoup d'applaudissements pour lancer Sophia. Allez Sophia, à toi. Bonsoir. Et je vais compléter, c'est donc la première fois que je découvre cette fête de l'avenir. Et quelle belle fête. L'avenir, l'avenir. Moi j'y crois parce que c'est maintenant en fait qu'on doit bâtir les lignes, le socle pour avoir des lendemains meilleurs, des lendemains qui soient justes. Et c'est avec une immense fierté vraiment que je suis là ce soir parmi vous pour essayer de vous faire comprendre pourquoi je mets autant d'énergie dans cette liste, dans cette campagne, dans cette liste qui porte le beau nom de l'Europe des gens, cet arc-en-ciel de personnes, cette liste qui raconte en fait les histoires personnelles. Et je le disais tout à l'heure aux camarades, j'ai rarement l'habitude de faire ça. Souvent, voilà, je vous raconte un petit peu mes engagements au gré de ce qui me passe par la tête. Mais hier soir, en fait, j'ai eu une espèce de petite intuition de devoir, en fait, vous lire un texte pour que vous compreniez davantage encore l'essence de mon engagement. Et je vais vous le lire. Je suis donc née dans un pays raciste, dans lequel on met plus d'argent à construire des lieux de culte que des hôpitaux, des écoles, dans lesquelles la loi me condamnait à être mineure à vie. Un pays dans lequel le mot démocratie a coûté la vie à des centaines de milliers de Kabyles, de communistes, de journalistes, de femmes, de poètes. Je suis née et j'ai grandi dans la décennie noire en Algérie. Et je suis arrivée en France avec la rage au ventre de lutter et d'aller inexorablement dans le sens de la fraternité et de la sororité, du partage et de l'écoute, de la reconnaissance de l'histoire de chacune et de chacun. Arrivée en France, j'ai vécu dans la rue avec ma famille, puis dans un hôtel social. J'ai été de cette France de l'hébergement d'urgence, celle qui a mendié, celle qui a mangé dans les poubelles. J'ai été de cette France qui s'est partagée un salaire d'agent de sécurité à 11. Mon père travaillait en effet pour nourrir ses 9 enfants et ma mère qui était déjà très malade à l'époque. Après l'hôtel, évidemment, c'est dans une cité à Marseille qu'on a atterri. La Sauvagère, ça ne s'invente pas. Une cité qui s'appelle la Sauvagère. Pourtant, en son sein, le quartier Marseille détient et porte en son sein le quartier le plus pauvre d'Europe qui s'appelle Félix Piat. Ça se passe à Marseille, en France. Nous avons le quartier le plus pauvre d'Europe.
Ça ne s'invente pas non plus, ça. Et j'ai vécu pourtant dans la deuxième ville de France, comme je vous le disais, après mon arrivée à Marseille, en France, pardon, à Marseille. Un quartier donc sans métro, avec des bus qui passent toutes les demi-heures, avec des médecins qui étaient débordés, avec des gens qui étaient déprimés, vraiment. J'ai vu la dépression dans ce quartier, avec des pathologies lourdes, un quartier dans lequel le chômage des moins de 30 ans avoisinait les 35%, où le cinéma et la bibliothèque les plus proches étaient à 10 km de là où j'habitais. Mon quotidien était ponctué par les violences policières, par l'abandon notamment des collectivités locales et de l'État également. Et en parallèle, tantôt le mépris de classe, tantôt l'indifférence. Nous étions taxés de racailles, taxés de jeunes qui ne s'engageaient pas, qui ne se mobilisaient pas. À 14 ans, la jeune fille que j'étais pourtant en a eu marre d'attendre en fait que les choses viennent d'en haut, marre qu'on parle à ma place et qu'on contribue en fait à désinformer. Jeune, femme, exilée, ayant grandi dans une cité et pauvre, c'est au sein du Parti communiste que j'ai trouvé la place, l'écoute et les valeurs que j'attendais. Mais malgré tout, c'est toujours un sentiment d'arriver par effraction que je ressens chaque fois que je prends la parole, ici, comme dans mon pays d'origine, évidemment. Et je ne suis pas là, en effet, où je suis censée être, là où on m'attendait être, parce qu'on attendait de moi d'être une bonne épouse, de prendre soin d'une famille le plus tôt possible. Et j'ai choisi de faire un autre parcours. Aujourd'hui, plus que jamais, ce sont nous les femmes, les jeunes, les pauvres, les ghettoisés, des villes et des campagnes évidemment, qui devons porter un projet de bon sens, celui de l'Europe des gens. Ils veulent nous éduquer à l'ignorance et à la résignation, ils veulent nous contraindre à l'immobilisme et à l'entre-soi. Nous défendrons le service public européen avec du cœur, avec les transports, avec la santé, avec la culture. Ils nous rendent malades en n'agissant pas contre la pollution, le glyphosate et les perturbateurs endocriniens. Nous sommes de ceux qui croyons depuis toujours que le libéralisme et le laxisme écologique polluent le ventre de la terre et celui des humains. Nous défendrons un modèle social qui défend l'hôpital, l'accès aux soins et à la préservation de l'air que nous respirons. Ils violent, violentent, précarisent et invisibilisent la moitié de l'humanité. Nous porterons et proposerons la clause de l'européenne la plus favorisée pour remettre le féminisme au cœur du débat afin de niveler par le haut. Ils prétendent être disruptifs, représenter le peuple. Nous défendons la seule liste vraiment préoccupée par les gens. Nous ferons élire d'ailleurs la première ouvrière au Parlement européen. La moitié d'entre nous... La moitié d'entre nous, d'ailleurs, sommes des ouvriers et des salariés. Et ils osent croire tous qu'ils apporteront des solutions à celles et ceux qui souffrent, mais l'élite reste, seules les têtes changent en réalité. Dans communistes, il y a commun. Nous seuls défendons nos causes communes, nos conquis sociaux et ceux que nous arracherons très bientôt. Nous sommes profondément européens car nous croyons en la paix et en l'avenir. Et je crois que c'est le lieu de le dire. Parce que nous sommes internationalistes. Et vous savez, on ne guérit jamais vraiment de l'exil. On ne peut jamais quitter de gaieté de cœur son pays. Et c'est la raison pour laquelle l'accueil des réfugiés doit être digne et à la hauteur de notre humanité. J'ai 7 neveux et nièces, 5 filles, 2 garçons. Et ils ont entre 2 et 6 ans. Et un jour, j'ai peur de devoir leur rendre des comptes sur les questions du genre « Pourquoi on repêche des cadavres dans la Méditerranée ? Pourquoi vous m'avez laissé devenir asthmatique ? Pourquoi vous avez laissé se faire tuer une femme tous les 2 jours et se faire violer toutes les 8 minutes ? Pourquoi vous avez tout privatisé ? Nous avons un devoir, une responsabilité. Et cette liste, c'est l'Europe des gens. Et nous serons opiniâtres pour que mes nièces et mes neveux n'aient jamais à me poser ces questions. Je vous avais dit qu'on avait des bons candidats. Hein. Merci Sophia pour tes mots justes. On va accueillir
La candidate suivante, c'est la régionale de l'étape et plus encore, c'est mon amie, elle est adjointe à Rennes, c'est l'Europe incarnée, Katia Kruger. Merci. Camarades, née en Allemagne il y a 43 ans, installée en France depuis 20 ans, je suis une enfant de l'Europe. À 10 ans, j'ai vu les frontières s'ouvrir petit à petit. À 16 ans, je m'engageais dans la lutte contre le traité de Maastricht. Traité qui me donnera quand même le droit de voter en France. Et il m'a permis, 16 ans après, plus tard, d'être élue conseillère municipale ici à Rennes sans avoir la nationalité française. Cet exemple de démocratie européenne m'a confortée dans l'idée qu'il faut élargir le droit de vote à tous les étrangers vivant en France. J'ai pu venir en France, vivre, m'installer, y travailler, sans jamais devoir rendre de compte à personne. J'ai vu le mur de Berlin tomber et l'Europe s'agrandir. Depuis que je suis née, 19 pays ont rejoint l'Union européenne. J'ai rencontré des étudiants qui allaient faire leurs études dans différents pays européens. J'ai vu des gens travailler, voyager, vivre en toute liberté dans un espace qui aujourd'hui regroupe, pour l'instant encore, 28 pays, 512 millions de citoyens. Et surtout, j'ai toujours connu la paix. L'année prochaine, nous allons fêter les 75 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis cette date, il n'y a jamais eu de guerre entre des pays membres de l'Union européenne. Notre continent était marqué par de nombreuses guerres. Mais l'Europe montre que des pays qui, depuis des centaines d'années, se perdent dans des conflits terribles, peuvent en quelques années se mettre autour de la table, ouvrir leurs frontières, coopérer et même devenir des amis. La paix, c'est le cœur des communistes. Notre parti, en Allemagne comme en France d'ailleurs, est né du refus de la guerre et des combats pour la paix, la liberté, l'égalité, la fraternité, la diversité, la solidarité. Aujourd'hui, nous nous inscrivons pleinement dans la continuité de cette pensée. Et au nom de ces principes, nous sommes complètement légitimes à interroger et à contester ce qui perturbe et fragilise l'idéal européen. Dénoncer le rapport de domination, critiquer le système est au fondement même de notre pensée dialectique. Nous vivons au sein d'un système capitaliste que nous voulons transformer. Tout est en mouvement, rien n'est immuable. Nous sommes communistes, nous n'avons pas peur de l'avenir, nous n'avons pas peur du changement. L'espoir et la confiance sont notre moteur. Il faut réenchanter l'Europe, donner de l'espoir, des perspectives et nourrir des rêves d'un monde plus juste, plus égalitaire, plus apaisé aussi. Osons dire que le Parlement européen, seule institution d'élus au niveau européen, peut être un endroit de transformation pour rendre l'Europe plus sociale, plus égalitaire et plus respectueuse de l'environnement. Portant avec enthousiasme l'exigence démocratique en renforçant les pouvoirs du Parlement, en contestant la prégnance du Conseil de l'Union et de la Commission européenne, en demandant le plein pouvoir d'initiative législative pour que le Parlement puisse enfin faire des propositions de loi. Voilà une revendication positive, réalisable et très concrète. L'austérité et la pauvreté nourrissent les nationalismes, les replis et les peurs. Dans ce monde en désordre qui devient de plus en plus difficile à comprendre, de plus en plus confus, en pleine crise environnementale, de plus en plus de gens se détournent de l'Europe.
Bon, de toute façon, l'Europe est loin, on ne peut rien faire, je ne vais pas aller voter, ça ne sert à rien. Montrant aux gens qu'au contraire, l'Europe peut être proche d'eux, que si nous pouvons faire quelque chose, que nous sommes, nous, les communistes, la force qui rapproche l'Europe d'eux en l'éloignant enfin des banques. Que voter pour nous, c'est dire oui à une Europe plus démocratique, plus égalitaire, plus libre, qui s'ouvre au monde. Une Europe qui ne se fonde plus sur un marché unique avec sa fameuse concurrence libre, loyale et non faussée, pour une Europe qui se fonde sur la libre circulation des idées, des cultures et des gens, sur la fraternité entre les peuples. À qui veut-on laisser l'Europe? Aux anti-européens? À l'extrême droite? À Macron, qui se donne des allures de sauveur de l'Europe, comme s'il était le seul Européen, et qui, par conséquent, fait passer tous ceux qui veulent transformer, améliorer l'Europe pour des anti-européens qui flirtent avec le Frexit? Ils veulent nous voler l'Europe, cette chance, cette extraordinaire opportunité qu'elle constitue pour changer la vie des peuples européens et la trajectoire du monde. Nous ne les laisserons pas faire. Les Lumières nous inspirent. La Révolution française, la Commune et le programme du Conseil national de la Résistance, les luttes de libération et les progrès sociaux obtenus nous y encouragent. Nous sommes de cette France qui ne renonce pas à changer le monde, celle portée par les mots d'Aragon, celle de cette magnifique chanson de Jean Ferrat, « Ma France ». Certes, nous sommes lucides sur nos difficultés, sur l'agilité du capitalisme organisé à l'échelle mondiale, sur la force des petits malins qui font du business. Opposons-leur notre enthousiasme et notre véritable amour de l'Europe. Cet amour ne peut s'accommoder d'un fonctionnement qui considère les citoyens européens comme des soldats d'une guerre économique, qui les isole pour faire éclater tout ce qui les protège. Puisons aux sources de nos valeurs, l'internationalisme et la solidarité. Osons l'égalité. Emparons-nous d'idées simples qui peuvent la légitimer et ainsi perturber le résultat d'une élection dont on nous dit qu'il est écrit d'avance et qu'il conclura, une fois de plus, la chronique de la disparition des communistes. Nous sommes là. Nous sommes avec nos camarades des autres pays européens, avec nos amis de la gauche unitaire européenne, ouverts aux forces de la gauche pour proposer la transformation de l'Europe, pour la rendre plus égalitaire, plus écologique, plus sociale. C'est l'égalité, la solidarité, le progrès social et la culture qui embelliront l'idéal européen et qui assureront durablement la paix. Je veux une Europe avec des droits fondamentaux qui nous permettent de vivre et de travailler en liberté et en harmonie avec la nature et l'environnement, et où on peut vivre en paix. J'ai commencé ce discours par la paix, je vais le terminer par la paix. Je l'ai dit, l'Europe est le garant de la paix. Si l'Europe se brise, la guerre reviendra. Invitons les gens à lutter avec nous pour que la paix continue à régner ici. Oui, l'Allemagne et la France, mes deux pays de cœur, se sont exprimés en faveur d'une armée d'intervention européenne, une proposition très inquiétante à mon sens. Mais pour l'instant, l'Union européenne n'a aucun soldat et n'a aucune arme. Il faut que cela reste ainsi. Nous sommes le parti qui porte cette lutte contre une militarisation de l'Europe. Et je veux terminer avec les mots d'un vrai grand Européen, français aussi, Victor Hugo. Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra
où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraît absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Si quelqu'un devait citer Jean Ferrat et Victor Hugo, évidemment, il fallait que ça soit Katia. Merci à toi d'avoir rappelé que les champions de la paix, les champions de la fraternité entre les peuples, c'est nous. Ce n'est pas ceux qui font des grands discours sur l'Europe et après s'arrangent pour jeter les peuples les uns contre les autres. Merci aussi de rappeler que dans les 2 mois qui restent, oui, nous, on a une bataille en France, on a une liste, c'est des élections qui sont des élections françaises, mais dans le même temps, dans les autres pays européens, nous avons nos camarades des autres partis avec lesquels nous sommes alliés, avec lesquels nous constituons le groupe à l'Assemblée, au Parlement européen, qui mènent la même bataille pour avoir le plus grand nombre de députés européens. Et vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on nous dit qu'on fait des propositions, mais oui, mais vous ne pouvez pas le faire parce que dans les autres pays, ils ne le voudront pas. C'est faux. On nous dit ça ici, ils leur disent la même chose là-bas, juste pour que les peuples, dans quelques pays que ce soit, se taisent. Et nous n'allons pas nous taire et nous allons continuer de parler avec quelqu'un qui nous vient du Val-de-Marne. Il est syndicaliste et s'il y a quelqu'un qui l'ouvre et que vous connaissez bien, c'est lui. Il tient la dragée haute à Pascal Praud, aux libéraux de tout poil, aux députés macronistes. Il a le verbe haut et affûté, Benjamin Amar. Bonjour mes camarades, c'est un plaisir d'être ici. Alors, loin d'être, pour paraphraser Buñuel, un obscur objet du passé, en tant que communiste, cette époque, c'est la nôtre. C'est la nôtre parce que c'est une époque qui foisonne de lutte. Elle foisonne de colère sociale et de lutte. Du printemps des cheminots, au mouvement dans l'administration pénitentiaire ou dans les EHPAD, dans la société honnête, chez les travailleurs sans papier. Il y a 1 an, jour pour jour, dans toute l'Île-de-France, un grand mouvement de lutte pour les travailleurs sans papier se déclenchait et aboutissait à une belle victoire. Dans l'éducation nationale, animée par les syndicats ou par les stylos rouges, chez les gilets jaunes, je vais y revenir dans quelques instants, chez les assistantes maternelles et les gilets roses. Encore il y a quelques jours, là, à Miramas, chez nos camarades des Bouches-du-Rhône, dans l'entreprise ID Logistique, une grève s'est déclenchée en soutien à 4 camarades victimes d'une discrimination syndicale dont je reparlerai un petit peu plus tard. Tout ceci foisonne d'une colère sociale salutaire. Ce mouvement des Gilets jaunes, sur lequel je vais insister un petit peu plus, témoigne d'ailleurs d'une puissante et enracinée colère sociale, qui converge d'ailleurs toujours plus avec le mouvement syndical. Pourtant, on sait à quel point le gouvernement et les médias dominants se sont fatigués à nous présenter ce mouvement comme poujadiste, populiste, raciste, antisémite, alors que ce qui depuis 4 mois reste, ne faiblit jamais, ce sont les revendications sociales sur la hausse des salaires, la défense des retraites, la lutte contre l'évasion fiscale, c'est-à-dire nos idées. J'étais la semaine dernière à l'acte 19 des Gilets jaunes à Paris. J'étais moi avec mon gilet rouge, parce que je fais jamais d'entrisme, mais j'annonce toujours la couleur. Avec mon gilet rouge, avec écrit en gros les 3 lettres de mon CER syndicat. Eh bien, sachons-le les camarades, au-delà de toute la propagande qui a pu être lâchée, pendant 3 heures, ça n'a été que tape sur le dos,
salutations fraternelles, demande de selfie, remarques sympathiques sur la satisfaction de voir les cégétistes. Et dans tous les cas, ce qui alimente ces luttes que j'ai évoquées, que j'ai énumérées et qui n'est pas exhaustive, ce qui alimente toutes ces luttes, c'est le sentiment d'injustice face à un pouvoir qui, chaque jour, sert les intérêts du patronat, exige chaque jour des sacrifices toujours plus insupportables aux travailleurs, aux privés d'emploi, aux retraités, qui chaque jour joue en permanence la carte de la division et de la culpabilisation. On pourrait énumérer ces exemples de tentatives de culpabilisation et de division. J'ai parlé tout à l'heure durant le débat du jour de carence. On aurait pu parler de la dégressivité qu'on envisage pour les allocations chômage à l'égard des cadres. Et je me souviens encore, puisque tu as invoqué tout à l'heure le nom de cet imbécile, Pascal Praud, me dire « Mais monsieur Amar, vous défendez les cadres ?» Jouant en permanence sur la division du monde du travail pour nous affaiblir et pour nous proposer, à l'inverse de ce que tout à l'heure disait ma camarade, non pas un nivellement par le haut, mais un nivellement par le bas, qu'ils osent définir comme une forme d'égalité. Et pendant ce temps-là, les vrais privilégiés, ils les laissent en paix. Vous avez tous entendu les déclarations fracassantes du Premier ministre, de la ministre du Travail sur la réforme de l'allocation chômage. Dégressivité pour les cadres, je le disais, contrôle accru sur les chômeurs. Par contre, sur la question du bonus-malus, la taxation des contrats courts, là, c'est l'Arlésienne. Là, il n'y a plus personne. Ils nous disent, on n'a pas de tabou. Si, ils en ont un certain nombre. Tous ceux qui consistent à s'attaquer au capital, là, c'est totem et tabou, comme disait Freud. Mais la Macronie, c'est le double effet qui se coule. Il y a la politique de classe et il y a la communication truffée de mépris de classe. Parce que ce pouvoir, c'est un pouvoir arrogant, qui chaque semaine ne peut s'empêcher d'insulter, d'être condescendant ou redresseur de tort avec ceux qui luttent. J'estime qu'une énième ligne rouge a été franchie à propos du discours d'Emmanuel Macron et des conseils en sagesse donnés à Geneviève Leguet, la manifestante de 73 ans qui, à Nice, a été victime d'une insupportable violence policière, dans le coma, des multifractures, sur son lit d'hôpital, et Emmanuel Macron, avec ses airs de premier communiant, qui ose lui donner et lui prodiguer des conseils en sagesse. Mais ces insultes-là, elles sont quotidiennes. Nous n'avons pas une mémoire tampon de 30 secondes, comme Dory, la copine de Nemo. Jojo en gilet jaune, Christophe Détinger qui ne parlerait pas comme un gitan, et nous autres, les fainéants, les cyniques. Moi, j'ai jamais oublié les propos d'Emmanuel Macron vis-à-vis de mes camarades de l'entreprise La Souterraine, qui luttaient contre le PSE et qu'il qualifiait de fauteurs de bordel. Rien que ça, c'est un motif de coagulation des colères. Un pouvoir qui, chaque jour, tente de criminaliser les travailleurs, les retraités, les privés d'emploi, en les traitant de voyous alors que lui-même s'autorise tout, se permet tout. Sans doute avez-vous lu, comme moi, les dernières péripéties de l'affaire Benalla, où on apprend que les pieds nickelés de la Macronie se sont improvisés réalisateurs en fournissant des vidéos mensongères pour pouvoir effectivement défendre leur chère barbouze. Mais ce qui compte, mes camarades, c'est qu'en réalité, ces luttes provoquent une crainte chez ce pouvoir. Et ce qui nous le prouve, c'est la rage avec laquelle il fait tout pour éteindre cette colère et ces luttes de gré ou de force. Pour cela, il faut s'arrêter quelques instants sur l'ampleur de la répression. Il est impossible de ne pas en parler dans un meeting politique sur les élections européennes. En 2019, en France,
avec une complaisance médiatique qui fait honte à leurs auteurs, digne des pires chiens de garde, eh bien, on peut entendre en boucle les cris de Vestale outragés de ceux qui pleurent sur les vitrines du Fouquet's, tandis qu'ils justifient toutes les violences et toutes les répressions policières. Comment ne pas être outré d'entendre ces larmes de crocodile sur un établissement dont ni vous ni moi ne pourrions nous payer une seule entrée, pendant qu'à côté de ça, on explique que ceux qui perdent des mains n'ont qu'à pas ramasser des grenades explosives et que ceux qui perdent des yeux ne sont pas visés en réalité de cette façon-là. C'est insupportable et bien évidemment ça mérite d'être souligné. Il faut également rappeler que le pouvoir macroniste a été condamné par plusieurs instances internationales, l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen qui a joué un rôle extrêmement salutaire sur cette question. Mais à ce moment-là, les députés de la Macronie n'étaient plus européens. Ils estimaient que le Conseil de l'Europe n'avait qu'à se taire et que le Parlement européen n'avait pas à exprimer ce genre d'opinion. Voilà, en France, pourtant si prodigue en conseil et en leçon sur la démocratie quand il s'agit du Venezuela, n'a aucun souci, elle, à balayer d'un revers de la main les critiques fortes des institutions internationales. Et puis, surtout, ce gouvernement a fait sien les mots de Voltaire. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Ah, il faut écouter en permanence les propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bruxelles et qu'un jeune homme l'interpelle de manière salutaire en lui disant « Monsieur Macron, il n'y a qu'en France qu'on utilise des grenades explosives. » Et il dit « Eh bien c'est faux, vous racontez n'importe quoi. Pourtant c'est vrai, la France est le seul pays à utiliser des grenades explosives parmi les pays de l'Union européenne. » Et lorsque Monsieur Castaner... Et lorsque Monsieur Castaner... Lorsque M. Castaner explique également, par exemple, qu'aucun manifestant n'a été blessé par les policiers, c'est un scandale bien évidemment éhonté. Mais il faut également parler de la scélérate loi anti-casseurs. Encore une fois, un arsenal législatif répressif. Il faut parler de l'interdiction des manifestations. Et l'on voit bien d'ailleurs la matrice sociale libérale. On se souvient qu'il y a eu... Excuse-moi mon camarade, si tu veux on discutera après, il n'y a pas de problème. On discutera autour d'un petit verre de vin. Voilà. Donc, en l'occurrence, il faut se rappeler du fait que Manuel Valls, en 2016, cherchait lui aussi également à réprimer et à interdire les manifestations. Lorsqu'ils sont gênés, ils n'hésitent devant rien. Enfin, il faut insister aussi sur l'intimidation permanente, la discrimination syndicale permanente. Regardez les camarades d'IG Logistique dont j'ai parlé. Figurez-vous que le délégué syndical est ciblé justement pour avoir fait son travail de militant syndical. C'est-à-dire que l'intimidation et la criminalisation, elle est proposée à la fois par ce gouvernement, mais également, bien évidemment, par le patronat dont il n'est rien d'autre que le laquais. Enfin, un certain nombre de chiffres doivent être présentés. En 2019, en France, c'est 2000 condamnations depuis le mois de novembre dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. C'est 8700 gardes à vue. C'est 800 peines de prison ferme et 1800 jugements en attente. La France macroniste de 2019, c'est ça. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement a peur et il utilise deux choses, deux attitudes, deux stratégies par rapport à cette peur. La première, c'est le big stick, c'est le bâton, c'est la répression. J'en ai suffisamment dit, je ne vais pas en rajouter. Le deuxième, c'est la brosse à reluire. Je n'ai jamais autant entendu de la bouche des macronistes autant de compliments sur les manifs syndicales. Tout d'un coup, on est devenu formidable. Nos manifs se passent bien, le service d'ordre est génial. Je veux dire, franchement, honnêtement, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Eh bien, je vais vous dire, de manière franche, qu'ils aillent au diable. Leurs compliments, leurs bons points, ils peuvent se les garder. Moi, je me souviens de la phrase d'Henri Krasucki.
Il n'y a rien de plus démoralisant pour les travailleurs que la collaboration de classe. La collaboration de classe, nous ne la produirons pas. Nous travaillerons à la convergence des colères et à rien d'autre. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, constatant le climat de très forte tension sociale, nous devons comprendre qu'il y a une nécessité de partout faire monter le curseur, parce que nos idées irriguent le débat public. Un certain nombre de gens nous disaient « mais vous êtes hors jeu, c'est terminé, ce que vous dites, ça n'imprime pas, en réalité c'est faux ». On voit bien que ces questions de répartition des richesses, de meilleure redistribution des richesses, d'affrontement, capital, travail, elles irriguent, elles sont là. Nous n'avons pas semé au vent. Comme je le disais au lancement de la campagne, je rappelais la phrase d'André Breton. La rébellion, c'est l'étincelle sous le vent, mais c'est l'étincelle qui cherche la poudrière. Nos idées, elles ont irrigué le débat public. Elles l'ont irrigué, et l'opinion est bien consciente qu'Emmanuel Macron n'est pas le président des riches, mais le président des ultra-riches. Sauf qu'il nous faut donc quelque chose d'indispensable. Nous devons marcher sur nos deux jambes. Lutter pour faire monter ces revendications, nous devons continuer à le faire. Mais il nous faut des perspectives, il nous faut un relais politique, il nous faut concrétiser nos propositions. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi c'est avec une immense fierté que j'ai accepté effectivement d'être sur cette liste, conscient effectivement de la nécessité de marcher sur nos deux jambes. Alors, pourquoi est-ce que la voix du Parti communiste, elle est très particulière? Parce que, loin de la politique spectacle, loin du mouvement des girouettes, eh bien, il y a une voix forte qui fait du Parti communiste le seul parti, le seul à avoir systématiquement voté contre des traités qui ne sont pas des traités européens d'internationalisme, mais des traités libéraux. Voilà ce qui nous donne une légitimité à exiger une autre Europe. Nous n'avons pas cédé à une mode. C'est une ligne politique profonde, c'est la nôtre et nous l'assumons. Alors, mes camarades, chaque conquête sociale, nous sommes allés la chercher avec les dents. On nous a jamais rien donné. Voilà pourquoi il ne faut jamais parler d'acquis social, mais de conquis sociaux. On nous a rien donné, on est tout allé chercher avec les dents. Bien les camarades, je ne vous ferai pas la leçon. Vous avez pour certains plus d'expérience que moi sur cette question-là. Eh bien donc, on va se le dire, on va se le répéter tous ensemble. Chaque voix saura apprendre, chaque voix saura aller chercher avec les dents, chaque voix saura aller chercher avec les dents pour exister. Parce que le dernier épisode en date du débat de France 2, où on a essayé effectivement de faire taire la voix des communistes, a bien montré qu'on ne nous ferait aucun cadeau. Eh bien, chaque voix saura apprendre, chaque voix saura aller chercher sur le terrain. C'est ça notre force. Et c'est comme ça, effectivement, que nous allons faire un très bon score, mes camarades.